J'ai cessé de répondre au téléphone à 83 ans. Non pas parce que j'étais malade. Non pas parce que j'étais triste. Mais parce que, pour la première fois de ma vie, je m'autorisais enfin à être moi-même, calme, seule et entière. Mon fils appelait cela du repli sur soi. Mes voisins parlaient de solitude. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je ne me repliais pas sur moi-même, je faisais un choix. Et cette différence a changé ma vie. Vous connaissez peut-être cette sensation, ce soupir de soulagement discret, teinté de culpabilité, lorsqu'une sortie est annulée, lorsque le téléphone cesse de sonner, lorsque le silence s'installe enfin. Mais pourquoi cela semble-t-il si mal, alors qu'en même temps, c'est si bon? Quand j'étais jeune, je collectionnais les gens comme d'autres collectionnent les timbres. Voisins, collègues, connaissances de l'église, hommes du club, plus il y en avait, mieux c'était, pensais-je alors. Je croyais qu'une vie bien remplie impliquait un carnet d'adresses bien rempli. Personne ne m'a jamais expliqué que c'était une erreur certes bien intentionnée, mais fondamentale. Au fil des ans, quelque chose en moi a commencé à changer. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais discrètement, comme une rivière qui change de cours sans qu'on puisse en saisir le moment précis. J'ai remarqué que les conversations sur la pluie et le beau temps ou le chat du voisin ne m'intéressaient plus. Non pas que je sois devenu antipathique, mais parce que mon cerveau, sans que j'y prête attention, avait commencé à penser différemment, plus profondément, plus sélectivement, plus honnêtement. La science a même un nom pour ça, la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Quand on est jeune, on se constitue un réseau pour l'avenir, pour les opportunités qui pourraient se présenter. En vieillissant, l'avenir se rétrécit, et soudain, on ne se demande plus, qui d'autre pourrais-je rencontrer, mais plutôt, avec qui ai-je vraiment envie de passer le temps qu'il me reste? Ce n'est pas une perte. C'est une prise de conscience que la plupart des gens sont trop occupés pour percevoir à temps. Ce que la plupart des gens réalisent trop tard, c'est que le tumulte de la vie étouffe cette voix intérieure pendant des décennies. Les obligations, les attentes, le besoin d'appartenance, tout cela nous empêche de nous demander quelles relations nous enrichissent réellement et lesquelles ne font que nous occuper. J'ai passé des décennies à assister à des événements qui ne m'ont rien coûté d'autre que du temps et de l'énergie. Et le pire? Je pensais que c'était normal. Si vous vous lassez des conversations superficielles aujourd'hui, si vous préférez une conversation profonde avec une seule personne plutôt que de bavarder avec 10 à la fois, ce n'est pas un signe de faiblesse ni de solitude. Votre cerveau fonctionne parfaitement à ce stade de votre vie. La question n'est pas de savoir si vous changez, mais si vous vous autorisez à faire confiance à ce changement, ou si vous continuez à le combattre par peur du regard des autres. Un soir, en pleine conversation, je me suis soudain rendu compte que je n'écoutais plus. Non pas par impolitesse, mais simplement parce que je n'avais plus rien à ajouter. Toute ma vie, j'avais écouté. J'avais acquiescé en cas de désaccord. J'avais souri malgré la fatigue. J'avais posé des questions qui ne m'intéressaient pas, juste pour mettre l'autre personne à l'aise et j'appelais ça de la politesse. Ce que j'ignorais, cela a un nom. Les psychologues appellent ça du travail émotionnel. Le travail silencieux et invisible qui consiste à gérer les émotions des autres, à apaiser les tensions au sein du groupe, à toujours être celle qui maintient une ambiance détendue pour que personne d'autre n'ait à le faire. À 60 ou 70 ans, on réalise que ce travail demande de l'énergie, une énergie physique, bien réelle, qui finit par s'épuiser. Une soirée entre amis, passée à hocher la tête, à poser des questions et à rire pendant 2 heures, ressemblait après coup à une randonnée exténuante. Non pas que les gens fussent désagréables, mais parce que maintenir ce masque social est un fardeau que la plupart des gens ne ressentent que lorsqu'ils n'en peuvent plus. Pourquoi tant de gens l'apprennent-ils trop tard? Parce que personne ne nous dit qu'il est acceptable de se délester de ce fardeau. La société valorise ceux qui sont toujours présents, toujours à l'écoute, toujours attentionnés. Et ceux qui cessent d'être là sont soudainement perçus comme froids, difficiles, changés. Mais ils n'ont pas changé, ils sont simplement devenus plus honnêtes. Et l'honnêteté peut souvent paraître froide à ceux qui n'y sont pas habitués. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui est plus simple qu'il n'y paraît. Après chaque conversation, chaque réunion, demandez-vous, ai-je donné quelque chose, ou m'a-t-on pris quelque chose? Chaque interaction n'a pas besoin d'être vécue de la même manière, mais si vous rentrez régulièrement chez vous avec un sentiment de vide, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous travaillez pour les autres depuis trop longtemps sans rien garder pour vous. Je suis assise seule dans mon fauteuil ce soir. Pas de téléphone. Aucune obligation. Et pour la première fois depuis des décennies,
ce silence m'appartient. Il y a eu un moment, durant ce voyage en bus, que je n'oublierai jamais. 3 jours, 20 personnes, un programme fixe et moi, pris au piège, sans avoir mon mot à dire. L'heure du lever, l'endroit où m'asseoir, les personnes avec qui manger, les lieux à visiter, tout avait déjà été décidé, organisé, gravé dans le marbre, sans que l'on me consulte. Et quelque part entre le 2e dîner et la 3e visite guidée, j'ai ressenti quelque chose en moi qui refusait obstinément de céder. Le besoin d'autonomie n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas un signe de difficulté ou d'obstination, même si on le qualifie souvent ainsi. C'est le désir humain le plus profond de posséder pleinement sa propre vie, non pas de la gérer, non pas de la subir, mais de la vivre pleinement, selon ses propres règles, à son propre rythme. Et plus je vieillissais, plus ce désir se faisait entendre en moi, car je comprenais enfin le temps que j'avais gaspillé à m'adapter, à céder, à fonctionner. La plupart des gens s'en rendent compte trop tard. Nous nous compromettons toute notre vie, pour notre carrière, pour notre famille, pour répondre aux attentes des autres. Ce n'est pas mal, c'est humain. Mais à un moment donné, lorsque les lourdes responsabilités s'apaisent, lorsque les enfants ont quitté le nid, lorsque le quotidien retrouve son calme, ce besoin ressurgit, plus fort que jamais, car il a été refoulé si longtemps. Et alors, notre entourage ne comprend pas pourquoi nous sommes soudainement devenus plus difficiles, pourquoi nous disons non, pourquoi nous ne nous conformons plus. Il parle de repli sur soi. Mais c'est un retour à soi, un retour à soi-même. Si vous reconnaissez cette sensation, si vous ressentez cet appel intérieur, alors écoutez-le. Sans agressivité, sans avoir à vous justifier. Commencez petit à petit, une décision par jour qui vous appartient entièrement. L'heure à laquelle vous vous levez. Répondre ou non au téléphone. Qui vous laissez entrer chez vous. Ces petites décisions sont loin d'être insignifiantes. Elles sont les fondations d'une vie qui, enfin, vous semblera authentique. Et une fois que vous connaissez cette sensation, que vous la connaissez vraiment, vous ne la laissez jamais s'échapper. Ni par politesse, ni par obligation, ni pour personne. Pendant des décennies, je n'ai su qui j'étais que lorsque les autres me le disaient. J'étais le père fiable, l'homme toujours présent, le collègue sur lequel on pouvait compter. Ces rôles m'ont façonné, mais ils m'ont aussi emprisonné. Tant que Ruth était en vie, tant que les enfants étaient à la maison, tant que mon travail exigeait ma présence, je n'avais aucune raison de me demander qui j'étais vraiment, loin des regards. La question ne s'est jamais posée. Et c'est précisément le problème dont la plupart des gens ne prennent conscience que lorsqu'il est presque trop tard. Après la mort de Ruth, le silence s'est abattu. Pas seulement sur la maison, mais aussi en moi. Les rôles qui m'avaient défini pendant des décennies ont disparu, un à un. Et il ne restait plus qu'une question inattendue, qui suis-je sans tout cela? Mon fils a appelé, ma fille a écrit, les voisins ont pris de mes nouvelles, et j'ai compris que j'avais besoin de leurs réponses pour me retrouver. C'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point on a, sans même s'en rendre compte, confié son image de soi aux autres. La plupart des gens s'en rendent compte trop tard, car la vie ne les oblige jamais à faire une pause. Tant qu'ils ont des obligations, tant que les autres ont besoin d'eux, tant que leur agenda est surchargé, ils ne se posent pas de questions. Ils se contentent de fonctionner. Et fonctionner leur donne l'impression de vivre pleinement, jusqu'à ce que, soudain, ce ne soit plus le cas. J'ai commencé à m'asseoir seul à table le matin, sans radio, sans journal, sans aucune distraction. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je voulais apprendre à tolérer ma propre compagnie et, finalement, à l'apprécier. Peu à peu, j'ai réalisé que j'aimais des choses que je ne m'étais jamais autorisé à faire auparavant parce qu'elles étaient inutiles à quiconque. Le silence. De longues promenades sans but précis. Des pensées qui ne menaient nulle part. Cela paraît insignifiant. Mais c'était la première fois que je vivais sans attendre l'approbation de personne. Si vous ressentez encore aujourd'hui le besoin qu'on vous dise que vous êtes bon, que vous en faites assez, que vous avez raison, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous ne vous connaissez pas encore vraiment. Et cette découverte de soi ne commence pas par de grandes décisions. Elle commence au moment où vous cessez d'attendre une réponse de l'extérieur et que vous commencez à vous écouter. Quand Ruth est morte, une partie de mon monde est morte avec elle. Pas de façon spectaculaire, pas soudaine, mais lentement, comme une lumière qui s'éteint peu à peu jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est resté assis dans une pénombre pendant des heures. Nous avons été mariés pendant 47 ans. Elle me connaissait comme personne d'autre, ni mes enfants, ni mes vieux amis, personne. Et quand elle est partie, elle a emporté ce savoir avec elle. Il ne restait plus qu'un silence différent de tous les autres.
Mon fils m'a encouragé à rencontrer de nouvelles personnes. Il était bien intentionné. Il disait que j'avais besoin de compagnie, de distraction, de nouveaux visages. Et j'ai essayé, assise dans des pièces remplies d'inconnus, souriante, répondant à des questions que personne ne voulait vraiment me poser. Mais chaque conversation était une corvée sans intérêt. Non pas que les gens soient désagréables, mais parce que je savais ce qu'était une véritable connexion et je réalisais à quel point j'en étais éloigné. Voici une vérité que la plupart des gens comprennent trop tard, le deuil ne change pas seulement le cœur, il change aussi notre regard sur les choses. Une fois qu'une personne a été véritablement vue profondément, complètement, elle ne peut plus se contenter de la superficialité. Et ce n'est pas un défaut. C'est une expérience qui s'est ancrée en elle et qui ne la quittera jamais. Ce qui m'a longtemps freiné, c'est la culpabilité. L'idée que je devais rester ouverte, accepter de nouvelles amitiés, continuer comme avant comme si le deuil était quelque chose qu'on laisse derrière soi après un certain temps. Mais le deuil n'a pas d'échéance. Il demeure, évolue, s'apaise mais il ne disparaît pas. Et quiconque refuse de l'accepter se livre à un combat intérieur. Si aujourd'hui vous avez l'impression de vous éloigner des nouvelles connaissances, que les conversations superficielles vous semblent vides de sens, que vous préférez la solitude à la compagnie de personnes qui ne vous connaissent pas vraiment, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous comprenez la profondeur des relations. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie n'ont pas à y rester. Certaines portes peuvent rester fermées, non par amertume, mais par lucidité. Ruth me manque chaque jour. Aucune nouvelle rencontre ne changera cela. Il y a eu un moment où j'ai compris que mon corps essayait de me dire quelque chose depuis longtemps, je ne l'avais tout simplement jamais écouté. Avant, le bruit ne me dérangeait pas. Réunions de famille, restaurants bondés, rues animées, tout cela faisait partie de la vie, et j'étais au cœur de l'action. Mais à un moment donné, je ne saurais dire exactement quand, quelque chose a commencé à changer. Des sons qui n'étaient auparavant qu'un bruit de fond m'assaillaient soudainement. Les conversations simultanées me paraissaient incompréhensibles. Mon cerveau travaillait plus intensément qu'avant, sans même que je m'en rende compte. La science a un nom pour ça. Avec l'âge, la façon dont notre cerveau traite les stimuli sensoriels change. Il filtre plus lentement, réagit plus intensément et a besoin de plus de temps pour donner un sens à ce qui se passe dans le chaos. Ce qui pourrait être une simple soirée animée pour un jeune peut se traduire par une véritable fatigue pour une personne âgée non pas parce qu'elle est devenue faible, mais parce que son système nerveux a changé. Ce n'est pas une maladie. C'est biologique. Ce qui m'a le plus longtemps retenu, c'était la honte. Je ne voulais pas être celle qui rentre tôt. Je ne voulais pas avoir à expliquer pourquoi une fête d'anniversaire était trop bruyante pour moi, pourquoi un dîner de famille m'épuisait pendant des jours. Alors je suis resté. J'ai souri. J'ai fait comme si tout allait bien. Et puis j'en ai payé le prix en silence, seul, avec un corps qui réclamait le repos que je ne lui avais pas accordé. Beaucoup de gens l'apprennent trop tard, car personne ne leur dit que ce changement est normal. La famille s'inquiète, les amis plaisantent, et on commence soi-même à se dire que quelque chose ne va pas. Mais la faute n'incombe pas à la personne, elle réside dans le silence qui l'entoure. Si vous constatez que les foules vous épuisent plus qu'avant, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que votre corps vous envoie des signaux plus clairs que jamais. Écoutez-le. Choisissez consciemment où investir votre énergie. Toutes les invitations ne méritent pas votre épuisement, et toutes les soirées ne sont pas une corvée. Le silence qui suit n'est pas une perte. C'est ce qui reste quand on cesse enfin de lutter contre soi-même. Il m'a fallu 83 ans pour comprendre ce que signifie vraiment le silence. Non pas le vide. Non pas la perte. Mais la clarté, une clarté que j'avais cherchée toute ma vie sans savoir ce que je cherchais réellement. Quand Ruth est morte, quand la maison est devenue silencieuse et que les visiteurs ont cessé de venir, j'ai cru que je devais combler ce silence, que je devais retrouver les autres, que je devais fonctionner, comme je l'avais fait pendant des décennies. Mon fils a organisé des voyages. Mes voisins m'ont invité. Et j'y suis allé, car je pensais que la solitude serait la pire chose qui puisse m'arriver. Mais la solitude et le fait d'être seul ne sont pas synonymes. La solitude, c'est la souffrance de désirer du lien et de ne pas le trouver. Être seul, c'est choisir de rester avec soi-même et réaliser que cela suffit. Cette différence peut paraître minime. Pourtant, elle est fondamentale. La plupart des gens la comprennent trop tard, car dès l'enfance, on leur inculque que le silence doit être comblé, que la solitude est un problème à résoudre, qu'un agenda vide est signe d'échec. Ainsi,
Pendant des années, il court d'une obligation à l'autre, d'une conversation à l'autre, sans jamais s'arrêter pour se demander qui ils sont vraiment, loin des regards. Moi aussi, j'ai fait ça. Pendant des décennies. Et ce n'est que lorsque je me suis vraiment arrêté que j'ai réalisé à quel point ma vie avait été bruyante. Pas bruyante au sens positif du terme. Bruyante parce qu'elle était remplie de choses qui ne m'avaient jamais vraiment appartenu. Dans le silence, pour la première fois, j'ai pu entendre mes propres pensées, ressentir mes propres émotions, sans avoir à les gérer immédiatement pour quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une fuite. C'était un retour aux sources. Si aujourd'hui vous avez l'impression que vos obligations sociales vous épuisent au lieu de vous épanouir, ne vous demandez pas ce qui ne va pas chez vous. Demandez-vous plutôt quand vous avez connu pour la dernière fois un véritable moment de calme sans distraction, sans occupation, simplement en présence de vous-même. Chacun n'a pas le même besoin de solitude. Mais toute personne ayant vécu suffisamment longtemps finit par atteindre un stade où le silence ne fait plus peur, mais apparaît plutôt comme le seul langage qui résonne encore en elle. Je suis content d'avoir pu vivre ce moment. Tard. Mais pas trop tard. Je ne sais pas combien de matins il me reste. Mais je sais que je n'échangerai celui-ci pour rien au monde calme, seul, avec une tasse de café près de la fenêtre, contre un agenda surchargé. Plus maintenant. Ruth est partie. Beaucoup sont partis. Et il ne reste que moi, sans rôle, sans obligation, sans public. Mon fils ne le comprend pas encore. Peut-être le comprendra-t-il un jour, quand le silence le rattrapera lui aussi, comme il rattrape tous ceux qui vivent assez longtemps. Il faut être très vieux pour se rendre compte qu'on n'a jamais eu besoin de personne d'autre pour être entier.